Débat sur France 24 consacré à l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Le Parlement réuni en congrès à Versailles l'a adopté à 780 voix. C'est un raz-de-marée. La France devient ainsi le premier pays à prendre une telle décision, 50 ans après la loi Veil. Alors, est-ce historique? Comment se place finalement la France par rapport aux autres pays du monde? Et en quoi la décision de la Cour suprême américaine a-t-elle pu influencer ce vote français? Est-ce une victoire féministe ou plus largement le reflet d'une évolution de l'opinion publique? Quel est l'impact de la constitutionnalisation de ce droit à l'avortement? La France peut-elle inspirer d'autres pays? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Annie Chemla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne militante du MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, auteur de Nous l'avons fait, récit d'une libération féministe, et c'est aux éditions du Détour. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Karen Doblinski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avocate au barreau de Paris. Vous avez appelé d'ailleurs à l'entrée de l'IVG dans la Constitution dans une tribune du JDD. C'était un appel d'ailleurs de plus de 400 avocats. On la voit s'afficher à l'écran. Nastasia Kelvenek est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, spécialiste des questions de genre et de sexualité en Pologne. L'exemple polonais est bien sûr intéressant à évoquer ce soir. Et puis nous avons une spécialiste des États-Unis parce que ça c'est l'autre pays qu'on veut évoquer ce soir, Cécile Coquet-Mokoko. Merci d'être avec nous. Professeure de civilisation américaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Merci donc d'être là. Merci à toutes les quatre. Et nous avons également une invitée en direct de Versailles, Marie-Noëlle Battistel. Bonsoir, vous êtes députée socialiste, membre de la délégation aux droits de la femme. Merci d'être là. Je vais commencer bien sûr par vous, Marie-Noëlle Battistel, parce que d'abord, vous ne restez je crois, qu'un quart d'heure au début de cette émission. On a vu ce standing ovation, vraiment qui a duré plusieurs minutes, l'émotion de Yaël Braun-Pivet. Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, de l'émotion ? Oui, effectivement, beaucoup d'émotions aujourd'hui, à la fois à la tribune, que lorsque je suis intervenue, c'est un immense honneur et une grande fierté de pouvoir défendre ce droit pour les femmes. Et je crois que la France a envoyé aujourd'hui un message universel à toutes les femmes du monde. Une large majorité écrasante, j'ai envie de dire, a sanctuarisé ce droit dans la Constitution française. Et je crois que la France montre le chemin à d'autres pays et nous en avons bien besoin quand on voit les différentes évolutions dans différents pays. Alors aux États-Unis bien sûr, mais dans les pays européens qui sont très proches de nous comme la Pologne, le Portugal. Et donc voilà, ce message, j'espère qu'il sera porteur d'avenir pour toutes les femmes du monde. Marie-Noëlle Battistel, qu'est-ce qui, à votre avis, a convaincu un certain nombre de personnalités politiques, donc de députés et de sénateurs, notamment LR, mais pas seulement, à voter en faveur de cette inscription de l'IVG dans la Constitution? Parce que 780 votes, c'est effectivement un raz-de-marée. Oui, alors je crois que c'est une longue évolution. Il y a un combat des féministes extrêmement important depuis de plusieurs années. Il y a également les citoyens, les citoyennes, les associations qui portent ce combat depuis longtemps, les parlementaires de presque tous bords politiques, même si dans certains groupes politiques ils étaient peu nombreux. On a su au fil du temps trouver une majorité beaucoup plus large avec évidemment un consensus. Nous aurions souhaité évidemment que ce texte soit plus ambitieux, qu'il sanctuarise également la contraception, mais on sait que les victoires féministes sont faites de compromis et la loi Veil en 1975 nous l'a appris et donc nous avons souhaité aller devant et s'engager dans ce consensus. Donc je crois que c'est cette marque de travail collectif qui a engagé l'ensemble des parlementaires de tous bords politiques à acter cela. Et puis Marie-Noëlle Battistel, ils auraient eu l'impression d'être ringardisés. Finalement, ceux qui au départ ne voulaient pas la voter, est-ce que leurs filles, est-ce que leurs femmes, pour justement les personnalités politiques masculines, ont joué un rôle? Oui, certains me l'ont dit avec honnêteté et humilité. Ils m'ont dit, mes filles m'ont dit, tu ne rentres pas à la maison si tu votes contre ce texte. Et je crois que les échanges intergénérationnels ont aussi beaucoup pesé dans ce vote qui est vraiment très massif. Et moi, je suis très heureuse ce soir d'avoir ce résultat. Annie Chemla, vous qui êtes une militante féministe depuis très longtemps, pour vous, c'est historique. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Oui, c'est clairement un moment extrêmement important parce qu'il est dans la continuité de décennies
de lutte et de combat. La loi Veil a été le résultat d'un combat, celui du MLAC en particulier, et le résultat d'aujourd'hui est aussi le résultat de luttes féministes et d'engagements nombreux. Et c'est aussi le signe que la société française a intégré dans ses valeurs et dans sa manière de voir les femmes, leur rôle et le fait que leur corps leur appartient est intégré dans nos manières de voir le monde, et ça, c'est historique. Du coup, est-ce que c'est une mesure féministe que d'inscrire l'IVG dans la Constitution? C'est clairement une mesure féministe, en particulier parce que ce sont des féministes qui l'ont obtenue dans les partis politiques ou dans les associations. Mais je crois que c'est aussi une mesure féministe parce que ça fait suite à cette exigence. Pour pouvoir être une femme intégrée dans la démocratie, il faut pouvoir maîtriser ses maternités, ses processus procréatifs. On ne peut pas être intégré si on n'a pas ce droit-là. Et oui, évidemment, c'est le combat des femmes depuis des décennies. Donc c'est un aboutissement pour vous. On va regarder la Tour Eiffel, tout de même, qui scintille justement pour saluer cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Karen Noblinski, la France est-elle vraiment, du coup, le premier pays à inscrire l'IVG dans la Constitution? Oui, c'est une journée historique et je pense que nous sommes fiers aujourd'hui d'être là. Moi, je suis fière aujourd'hui d'être là, d'être française et de faire partie de ce pays qui est effectivement le premier au monde à inscrire l'avortement dans la Constitution. Donc la France est en avant-garde? La France est en avant-garde. La France vient dire aujourd'hui à toutes les femmes que la liberté de choisir pour sa sexualité, de choisir pour sa maternité, comme le rappelait Gisèle Halimi, et de choisir pour son avenir, sera garantie dans la norme suprême qu'est la Constitution. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Ça veut dire qu'une loi, maintenant, si elle revient sur ce droit à l'IVG, il faudra changer la Constitution. C'est ça l'application réelle? Aujourd'hui, cela signifie que, comme vous le savez, il est bien plus facile de changer la loi que de modifier la Constitution. Toute modification de la Constitution impose des conditions très strictes et rigoureuses qui passent par l'article 89 de la Constitution avec cette révision constitutionnelle. Et aujourd'hui, le gouvernement veut éviter qu'une majorité puisse un jour mettre à mal la liberté des femmes à recourir à l'avortement. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette protection. Voilà, c'est pas seulement le gouvernement, c'est un vote, on a vu. D'ailleurs, intéressant, assez transpartisan, alors qu'au départ, c'est plutôt la gauche qui avait mené ce combat, si on parle politique. Un mot, Cécile Coquet-Mokoko, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, on a beaucoup lu, et c'est peut-être vous qui allez réagir là-dessus, peut-être Marie-Noëlle Battistel pourra réagir là-dessus, que finalement, cette décision de la Cour suprême américaine de revenir sur ce fameux arrêt Roe versus Wade, qui donc reconnaissait l'IVG dans la Constitution américaine, le fait de revenir sur cette IVG aux États-Unis, finalement, ça a entraîné un débat en France très important, et c'est peut-être le tout début de ce débat qui a abouti aujourd'hui à cette entrée de l'IVG dans la Constitution. C'est comme ça que vous le ressentez ? Oui, très probablement. Mais si les féministes ont obtenu des victoires grâce à de longs combats qu'elles ont menés sur tous les fronts, il en va de même aussi du mouvement anti-avortement aux États-Unis. Parce qu'avec la décision Dobbs, qui reconnaît en fait que les pères fondateurs de la Constitution américaine en 1787 n'avaient pas pensé inscrire le droit à l'avortement comme droit fondamental des êtres humains, ce dont on ne s'étonnera guère. Ça aussi, c'est un aboutissement d'un combat qui a commencé avec l'élection de Ronald Reagan en 1980. Mais ça veut dire aujourd'hui 14 États américains qui l'interdisent totalement, cet avortement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est aux mains des États, c'est ça? Exactement. 14 États, 7 États dans lesquels il est restreint, en Géorgie, en Caroline du Sud, où il est refusé au-delà de 6 semaines. Donc là, on est dans un recul. Donc si on regarde la France et les États-Unis, finalement, il y a un vrai décalage aujourd'hui. Oui, exactement comme ma collègue avocate vient de l'expliquer tout à l'heure. Aux États-Unis, un amendement à la Constitution aussi requiert une majorité des 2/3 dans les 2 chambres du Congrès, donc Chambre des représentants et Sénat, et les 3/4 des États. Et là, le mouvement anti-avortement, au-delà de considérations sur la viabilité du fœtus, s'en prend directement en fait à la question de quand est-ce qu'on commence à être une personne humaine, et requiert ce droit non seulement pour les fœtus in utero, mais aussi pour les embryons dans l'utérus ou hors de l'utérus, comme on l'a vu avec la décision de la Cour suprême de l'État d'Alabama au mois dernier. Donc si on a de fait 3/4 des États qui restreignent de plus en plus, voire suppriment complètement le droit à l'avortement au motif qu'il s'agit d'un homicide,
à ce moment-là, de fait, on pourra avoir un amendement à la Constitution américaine qui fasse exactement l'inverse de l'amendement qui vient d'être ratifié pour notre propre Constitution. La Pologne, ça c'est aussi l'autre exemple, Nastasia Kelvenek, vous qui êtes avec nous, spécialiste justement de l'IVG en Pologne. Les Polonaises, on va voir ces images, elles étaient dans la rue parce que le gouvernement, c'était en 2020, est revenu sur le droit à l'IVG. On va les écouter d'ailleurs, ces réactions. Ça date donc de l'époque où le gouvernement polonais est revenu sur le droit à l'avortement. Je suis venue manifester car je ne suis pas d'accord avec le fait que des femmes meurent parce qu'elles n'ont pas le choix et que des docteurs aient une clause de conscience. S'ils veulent des clauses de conscience, ils devraient changer de profession. Des femmes meurent à cause d'eux et des lois mises en place en Pologne. Le message est simple mais clair. Personne ne devrait mourir à cause du fanatisme religieux, précisément à cause des lubies de fanatiques religieux. J'espère que la loi va changer pour ne pas avoir peur de tomber enceinte. Nastasia Kelvenek, elles étaient des milliers, des centaines de milliers dans les rues de Varsovie, on s'en souvient, parce que le pays a vraiment reculé là-dessus en octobre 2020. Tout à fait. En octobre 2020, la Cour constitutionnelle polonaise a révoqué un des motifs légaux de l'avortement, notamment la malformation grave et irréversible de fœtus, obligeant les femmes dont les grossesses n'étaient pas viables à poursuivre leur grossesse et ne pas avoir recours à l'avortement. Et donc, il y avait effectivement des centaines de milliers de femmes, et d'hommes d'ailleurs, dans les rues, pas seulement Varsovie, en toute la Pologne, y compris dans les toutes petites localités où c'est un peu compliqué de manifester, mais même là, il y avait des gens qui manifestaient. Et du coup, le nombre d'avortements a reculé. Et puis, il y a eu un certain nombre de femmes qui sont mortes, justement, en exerçant, en faisant appel à des avortements clandestins. Ça, c'est dans les statistiques polonaises. Oui, enfin... le nombre d'avortements était déjà pas très élevé avant, puisque cette loi extrêmement restrictive était en vigueur en Pologne depuis 1993. Donc ça a juste ajouté, on va dire, de la gravité à la situation en 2020. Et effectivement, on dénombrait 1000 avortements légaux, 1000 avortements, on va dire, dans le cadre hospitalier officiel. Avant 2020, ça a été divisé par 10. Donc aujourd'hui, on parle d'une centaine d'avortements officiels effectués en Pologne, tandis que des associations féministes estiment qu'il y aurait entre 100 000 et 200 000 d'avortements pratiqués ou bien en Pologne, l'avortement médicamenteux fait par les femmes à la maison, ou alors à l'étranger, parce que les Polonaises, du coup, partent à l'étranger. Et effectivement, il y a eu des décès de femmes, mais ce n'est pas des décès dus aux avortements clandestins, c'est des décès dans le cadre hospitalier où les médecins qui étaient confrontés à des grossesses avec des fœtus non viables et ces pathologies de fœtus menaçaient la santé ou la vie de femmes, ne faisaient rien, ils temporisaient en attendant que le fœtus meure in utero, et ça a provoqué des décès. Oui, il y a eu au moins 6 décès de femmes dans ces conditions-là. Marie-Noëlle Battistel, est-ce que c'est justement en pensant à la Pologne ou aux États-Unis que ça n'a fait que renforcer votre combat pour inscrire l'IVG dans la Constitution française ? Oui, je crois que le combat, il est mené depuis de longue date par les féministes, les groupes politiques de gauche majoritairement, mais que ces retraits, ces reculs dans les différents pays, aux États-Unis, mais dans les pays européens, n'ont fait qu'accélérer les choses et faire prendre conscience que Simone de Beauvoir, qui nous appelait à la vigilance notre vie durant, avait effectivement raison et qu'il fallait toujours se méfier du recul des droits des femmes dès lors qu'il y avait des changements politiques ou des changements de régime. Donc je crois qu'aujourd'hui tout le monde en a quand même pris conscience et il est vrai que ce vote montre qu'effectivement l'ensemble des parlementaires ou presque est aujourd'hui prêt, et je pense qu'aussi les citoyens et citoyennes ont devancé en fait cette avancée sociétale importante et ont montré le chemin aux parlementaires comme c'est le cas de nombreuses fois. Donc aujourd'hui on peut être je pense tous très fiers, en tout cas moi je suis très fière d'être parlementaire ce soir, c'est pas le cas tout le temps, et de pouvoir regarder mes petites filles en leur disant qu'on les a protégées
pour de longues années et j'espère pour toujours. Et c'est vrai qu'une constitution, quelque chose dans la constitution est très difficile à modifier. Une loi, on en défait tous les jours et donc il n'y a aucune protection dans la loi. C'était donc très important de pouvoir le mettre dans la constitution. Alors je suis désolée, je vais devoir vous quitter, mais en tout cas, merci pour ces échanges et ce débat parce que je crois qu'il faut le montrer au monde entier. Merci beaucoup Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste, membre de la délégation aux droits des femmes. On vous laisse quitter ce plateau. On reste avec mes invités, les autres qui sont là, donc un plateau 100% féminin. Et on va écouter une autre Simone, non pas Simone de Beauvoir, mais Simone Veil. C'était le 26 novembre 1974 à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Annie Chemla, on est dans cette continuité-là. Je voudrais, si vous me permettez, revenir un tout petit peu en arrière. Simone Veil a fait un magnifique discours. C'était une femme hors pair et j'étais ravie tout à l'heure de la standing ovation qui lui a été rendue par le Congrès. Mais je voudrais rappeler que la lutte du MLAC, c'était une lutte. Donc ça, rappelez ce que le MLAC, c'est donc le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Et d'ailleurs, je voudrais signaler... C'est une association ? Oui. Je voudrais signaler que le Premier ministre, tout à l'heure, a rendu des hommages appuyés à toute la longue lignée de femmes féministes qui ont fait avancer le droit des femmes et qu'il n'a pas cité le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Ce mouvement a été oublié et cependant, c'est parce qu'il y a eu des milliers de femmes anonymes, comme je l'étais à l'époque, engagées aussi avec des médecins dans des pratiques d'avortement illégaux et revendiquées, qu'on a obtenu la loi Veil. Simone Veil l'a abondamment raconté. C'est ce trouble à l'ordre public qui était réellement public, soutenu aussi par une force sociétale. Les femmes ont toujours avorté. On mourait encore en France d'avortement et c'était devenu insupportable. Mais quand on rend hommage à Simone Veil et à Gisèle Halimi, j'ai écrit un livre pour rappeler qu'entre les deux, il y a eu un très fort mouvement où beaucoup de Français et de Françaises se sont engagés et que c'est comme ça qu'on conquiert des droits. Tous les droits des femmes sont des conquêtes. Alors justement, est-ce qu'il y a une évolution de l'opinion publique aujourd'hui, ce qui fait que ce n'est plus vraiment seulement une mesure féministe, ce qui se passe ce soir ? Oui, clairement. On dit aujourd'hui que 86% des Français soutiennent cette loi. Ça fait statistiquement plus que toutes les femmes françaises. Donc oui, aujourd'hui, c'est intégré dans nos valeurs, dans nos manières de vivre. Et je crois que c'est ça, la chose, le symbole le plus important dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Karen Noblinski, est-ce que la France peut justement faire figure d'exemple maintenant en inscrivant l'IVG dans la Constitution ? On sait que le Chili avait tenté, finalement ça n'avait pas abouti, donc ça pourra servir d'exemple. Un certain nombre de députés d'ailleurs, dont Mélanie Vogel, vont à l'ONU à New York en fin de semaine. Est-ce que revendiquer une inscription de l'IVG de manière plus universelle dans les constitutions, est-ce que ça peut être un combat de la France ? Oui, bien sûr, et j'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, madame. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est la victoire d'un combat féministe et que nous ne pouvons que penser, évidemment, au procès de Bobigny, à Gisèle Halimi, au manifeste des 343, à votre travail, madame, mais évidemment à Simone Veil et à toutes ces femmes, et ça me permet de répondre à votre question, et à toutes ces femmes dans le monde qui souffrent, qui meurent au cours aujourd'hui d'avortements clandestins et qui n'ont pas la chance que nous avons ce soir d'être dans un pays qui nous a permis de consacrer ce soir cette liberté. Et bien évidemment, je le souhaite et j'espère qu'aujourd'hui, cette victoire-là, elle va ouvrir la voie à d'autres pays qui vont décider de protéger les droits des femmes. Et je pense, nous avons parlé de la Pologne, je pense évidemment aussi à la Hongrie qui oblige aux femmes d'écouter le cœur au moment d'une échographie avant de procéder à un avortement. Je pense à Malte, je pense peut-être plus tard à l'Argentine, je pense à toutes ces femmes dont les droits sont entravés. Et j'espère effectivement que la France fasse un office d'exemple, la France pays des droits de l'homme, pour toutes ces femmes, pour qu'elles puissent décider, elles aussi, pour elles-mêmes. Nacizia Kelvenek, pour revenir justement à l'exemple polonais, on parlait donc de la mortalité de ces femmes. Aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle majorité, un nouveau Premier ministre, Donald Tusk, qui lui est favorable au droit à l'avortement. Est-ce qu'effectivement, il pourrait y avoir un vote qui revienne sur cette restriction de l'avortement en Pologne ?
Je dirais qu'aujourd'hui, 3 partis sont au pouvoir. C'est une coalition et cette coalition est un petit peu divisée sur le droit à l'avortement. Donc effectivement, le chef le Premier ministre Donald Tusk, il est favorable à l'avortement, ainsi que la gauche qui fait partie de la coalition. Mais le troisième parti voudrait aller un peu plus, pas aussi vite, disons, et revenir d'abord au statu quo qu'il y a eu avant le jugement de 2020 et éventuellement propose un référendum auquel ne sont pas du tout favorables les associations féministes en Pologne, ce qui peut se comprendre. On ne va pas soumettre à un vote populaire un droit fondamental qu'est le droit à l'avortement. Et en plus, ça laisse place à toutes sortes de propagande anti-choix qui pourrait se faire. Donc aujourd'hui, et en plus de cette division au sein de la coalition, il y a un problème, on va dire, majeur institutionnel, c'est que le président actuel en Pologne qui signe Duda, voilà, qui doit apposer sa signature pour que la loi puisse être promulguée, il est issu de l'ancienne majorité des conservateurs, des conservateurs. Donc lui peut mettre son veto, Exactement. même si la Chambre le vote. C'est ça. Donc vous avez l'impression que c'est pas pour demain, ça va revenir. C'est pas pour demain, mais à mon avis, il y a quand même une impulsion de la société qui fait que c'est peut-être pas pour demain, mais c'est pour dans un an, à mon avis. Et cette décision française, justement, elle pourrait avoir un impact en Pologne. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas ? Moi, je pense que oui. J'espère qu'elle va être le début d'une tendance transnationale, et parce que ce genre de décision, bien sûr, fournit les arguments à des militantes féministes, à des politiciennes et en politique aussi engagées pour libéraliser la loi, le droit à l'avortement en Pologne. Donc moi, je pense que ça pourrait avoir un impact, d'autant plus que la Pologne aspire à être un pays européen moderne, progressiste. Donc ça ne peut qu'aider. Il y a 2 Polognes, en fait, il faut le dire. C'est ça, cette Pologne conservatrice et puis celle dont vous parlez, plus moderne, en tout cas, sur ses droits. Cécile Coquet-Mococo, aux États-Unis, c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai que la presse parle beaucoup de cette entrée de l'IVG dans la Constitution française. Donc là, évidemment, dans la presse, en tout cas de gauche, entre guillemets, New York Times, ils en parlent. Est-ce que effectivement, ça pourrait avoir un impact là-bas, où on sait qu'on est dans une campagne présidentielle et qu'en tout cas, le droit à l'avortement va être clé cette année, comme thème de campagne? Il va être clé surtout pour les démocrates, avec Joe Biden qui essaie de pousser le Congrès à voter une loi, mais qui dit présidentielle aux États-Unis dit également renouvellement d'un tiers du Sénat et de la totalité de la Chambre des représentants. Or, on a comme très probable candidat à la présidentielle du côté républicain quelqu'un qui aime les sujets clivants et qui va tout faire pour continuer à porter ce thème de campagne en le cristallisant de la manière la plus polarisante possible. Mais ça peut faire gagner les démocrates, ce thème justement de l'avortement. Je n'en suis pas sûre. C'était déjà le cas lors des élections législatives auparavant. Je n'en suis pas sûre. C'est le cas dans les législatives parce que ça se passe État par État. Mais là, on a une présidentielle où finalement un très petit nombre d'Américains choisissent le président ou la présidente. Enfin, peut-être un jour, il y en aura-t-il une. Mais on a effectivement des démocrates qui sont à chaque fois affaiblis au Congrès par la nécessité d'avoir des supermajorités au Sénat. Donc si on a encore une fois un Sénat où il y a 51 contre 49, on n'aura jamais une loi comme celle que promet Joe Biden. Et il sait très bien que c'est utopique, ça. Mais ça peut mobiliser les jeunes, peut-être ? Ça peut mobiliser les jeunes, effectivement. Même parmi les républicaines, il y a des femmes qui, en conscience, ne voudraient pas d'un avortement pour elles-mêmes, mais ne se sentent pas le droit de refuser cette possibilité à d'autres femmes. Et on a aussi à traiter toute la question de l'accès à l'éducation sexuelle, de l'accès aux moyens contraceptifs, qui est aussi problématique et qui est soumis à l'accord parental dans un certain nombre d'États, qui est croissant, lui aussi, qui va croissant. Et l'accès aux moyens contraceptifs ou anticonceptionnels est non seulement soumis à l'acceptation des parents, puisqu'il faut être sur le plan de santé de ses parents, de l'assurance santé de ses parents. Donc les parents savent si la jeune fille souhaite avoir recours à des moyens anticonceptionnels. Je ne parle même pas d'avortement. Et on a aussi la question... Dans quel État, ça ? Par exemple, dans le Kentucky.
Donc il faut que les parents signent un formulaire disant qu'ils acceptent que leurs enfants accèdent à des cours d'éducation sexuelle, qu'il s'agisse de garçons ou de filles. Donc on a même les patrons qui peuvent s'opposer au remboursement de moyens anticonceptionnels dans les plans de santé qui sont proposés aux femmes en vertu de la loi Obamacare. Et là, je parle d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui remonte à 2014. Votre patron a droit d'opposer ses croyances religieuses à vos propres choix concernant le nombre d'enfants que vous souhaitez ou ne souhaitez pas avoir. Annie Chemla, est-ce que le fait que la France soit un pays laïque, est-ce que ça a pu aider justement à cet avant-gardisme de ce soir? C'est en tout cas ce que nous disent nos amies étrangères. Je parlais récemment de ça avec une amie italienne. Le poids de l'Église en Italie est très important. J'en parlais aujourd'hui même avec une journaliste belge qui m'expliquait que pareil, que chez les Flamands, il y a un poids très fort du religieux qui fait que l'avancée des droits des femmes, en Belgique, il s'agit de prolonger le nombre de semaines, et c'est sans arrêt contesté, sous le poids d'églises puissantes, en effet, oui. Et nous, quand nous nous sommes battus, c'était pas ça. Nos opposants n'étaient... Évidemment, il y avait des opposants catholiques, on est il y a 50 ans, mais le plus fort opposant, si j'ose dire, c'était la politique, et c'était le corps médical, d'une certaine manière. Justement, ce corps médical, pour rebondir avec vous, Karen Noblinski, vous qui êtes favorable donc, à cette entrée de l'IVG dans la Constitution, il y a tout de même cette clause de conscience donc, que peut évoquer le médecin ou même la sage-femme, hein, c'est les infirmières. Enfin, donc cette clause de conscience, en France, on en est où? Est-ce qu'effectivement, d'abord, le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution n'empêche pas un médecin d'évoquer cette clause de conscience? Oui, beaucoup ont rappelé cette question de liberté de conscience. Ça a été d'ailleurs invoqué par certaines personnes anti-avortement qui disaient non, justement, on va empiéter sur la liberté de conscience des médecins ou des sages-femmes qui ne pourront plus invoquer leur clause de conscience. Mais c'est totalement inexact parce que cette liberté de conscience, elle est constitutionnalisée d'ores et déjà et les médecins pourront toujours, bien évidemment, utiliser cette clause de conscience-là. Et ça me permet de rebondir sur un sujet important qui est donc l'accès à l'avortement. Oui. Évidemment qu'aujourd'hui, nous parlons de la constitutionnalisation de l'avortement et c'est une victoire formidable, mais il va aujourd'hui, bien évidemment, et c'est déjà ce que font toutes les associations féministes, ce que fait le planning familial, ce que font aussi les pouvoirs publics, il va falloir améliorer cet accès à l'avortement parce que trop de femmes peinent justement à pouvoir recourir à l'avortement dans les délais légaux, à pouvoir trouver des endroits qui leur permettront d'accéder à l'avortement. Et aussi, ce qui aujourd'hui freine certaines personnes, c'est aussi, dans le cas de l'accès à l'avortement, des discours anti-avortement qui fleurissent sur les réseaux sociaux chaque jour et qui justement travestissent aujourd'hui notre réalité scientifique et ce que prévoit la loi. Les réseaux sociaux, donc ça c'est un peu l'ennemi des féministes. Oui. Annie Chemla. Je voulais abonder dans le sens de ce que vient de dire. 130 centres ont fermé en France. 130 centres qui donc permettaient aux femmes d'avorter. 130 centres qui ont fermé en France parce que des maternités ferment en France, parce qu'il y a des déserts médicaux, mais aussi parce que la génération de médecins militants qui s'étaient engagés sont tous partis à la retraite et que c'est un acte qui n'est pas très appétant pour un médecin. C'est un acte qui est mal rémunéré pour eux. C'est un acte qui ne leur apporte aucun avantage en carrière parce que scientifiquement, un avortement par aspiration, la méthode que le MLAC a introduite en France et qui est maintenant pratiquée partout, est simple et sans danger, et parce que ce sont les femmes qui décident. Et le corps médical a toujours, du coup, un peu de refus quand c'est le patient qui décide. Donc vous pensez que les jeunes médecins aujourd'hui seraient moins enclins à pratiquer l'IVG que leurs prédécesseurs qui partent à la retraite aujourd'hui? Aujourd'hui, près de 80% des avortements sont des avortements médicamenteux en France. Il y a 20 ans, l'avortement médicamenteux n'existait pas. Ils étaient tous instrumentaux. Or, à l'époque, le nombre d'avortements n'a quasiment pas bougé, puisque je voudrais juste rappeler, c'est important pour moi de le dire, qu'on n'empêche pas une femme d'avorter. Elle peut mourir en avortant si c'est illégal, et elle peut s'en sortir bien si ça ne l'est pas. Mais oui, il y a des réticences, des résistances et des reculs. C'est tout à fait important de le rappeler. Nazia Kelvenek, vous vouliez réagir justement sur cette réticence du corps médical en Pologne? Oui, donc je voulais déjà rebondir sur la clause de conscience. Donc il y a en Pologne clairement un usage abusif
de cette mesure où c'est des hôpitaux qui se déclarent, qui font une espèce de clause de conscience collective pour dire que cet hôpital ne va pas pratiquer d'avortement et que la femme est obligée de faire 300 km pour pouvoir le faire. Et donc, le nouveau gouvernement, déjà par le biais de mesures de régulation, essaye déjà d'obliger les hôpitaux d'avoir des praticiens qui ne vont pas se cracher derrière la clause de conscience et mettre en place, par exemple, empêcher aussi des pharmaciens, parce que bon, il y a des pharmaciens qui refusent de donner, par exemple, des moyens de contraception, par exemple. ou les pilules abortives. Donc maintenant aussi, les pilules abortives ont été prescrites. On pouvait l'avoir uniquement sur prescription médicale, ce qui bien sûr était contre-productif vu la mesure qui doit être appliquée tout de suite, et le temps qu'on a rendez-vous chez le médecin, etc. Donc c'était voilà. Et là aussi, ça a été aboli dernièrement. Donc il y a quand même quelques progrès, mais c'est vrai que on progresse un peu. Voilà, on progresse un peu, on recule un peu, mais en tout cas, il faut vraiment, je pense que ce qui est vraiment nécessaire, c'est la pression sur le corps médical. Et je rebondis sur ce que vous avez vu, des jeunes générations de médecins, par exemple en Pologne, ils ne savent pas faire l'avortement parce qu'on ne leur a pas appris à l'école. Donc du coup, ça se perd complètement, l'art. Cécile Kokemo-Koko, et on ne compte pas le nombre de cliniques qui, justement, pratiquent l'avortement aux États-Unis, qui doivent fermer, littéralement, et encore plus aujourd'hui. Tout à fait. On a remarqué aussi exactement le même genre de tactique que ce qui était décrit par Maître Nobliński tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux États-Unis le fait de placer un fardeau insupportable pour l'exercice de ses droits. Donc, parfois, il s'agit pour un médecin sachant pratiquer des avortements d'obtenir le droit d'entrer dans un hôpital qui n'a pas justement cette clause de conscience dont vous parliez à l'instant. Et effectivement, si on voit vraiment tous les tenants et aboutissants du mouvement qui réclame pour les embryons, dès la conception, tous les droits constitutionnels d'une personne humaine, ça équivaut à criminaliser aussi le fait de dispenser la pilule abortive, vous dites pilule du lendemain, puisqu'il s'agit d'un homicide. Donc les conséquences sont assez vertigineuses en fait. Alors justement, je m'adresse à l'avocate maintenant. Les médecins peuvent, c'est justement dans ces pays, la Pologne, les États-Unis, dans les pays où c'est limité, ils sont pénalement répréhensibles si effectivement ils pratiquent un avortement. S'ils pratiquent un avortement en dehors des règles prévues par le pays, oui, bien sûr. Et c'est ça, il faut aussi le rappeler, parce qu'il y a le corps médical, effectivement, qui empêche la progression, donc bien évidemment, de l'IVG. Et puis il y a ceux qui voudraient justement le mettre en place, enfin pratiquer l'avortement, et qui ne peuvent pas le faire. Évidemment que ce sont de véritables risques imposés par la législation nationale en fonction du pays dans lequel ils vivent. Et vous, Madame Chemla, vous devez vous en rappeler peut-être plus que moi ici, mais on revoit les nombreux documentaires dans les années 60 de certaines femmes, parfois, souvent des femmes médecins qui aidaient d'autres femmes à pouvoir justement avorter clandestinement. Et elles les alertaient aussi sur les risques que ces femmes prenaient en avortant, mais aussi sur les risques que les médecins prenaient justement en apportant leur aide. Donc bien évidemment qu'il y a une responsabilité d'ordre pénal dans ce cas-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un recul quand même global dans le monde aujourd'hui sur ce droit à l'avortement? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un recul global, mais je pense en tout cas que l'effectivité... Il y a encore énormément de pays où les femmes n'ont pas le droit d'avorter. Mais je pense aussi que l'effectivité de l'accès à l'avortement, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et que c'est ça qu'on devrait mesurer. Il y a les lois, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est de ce point de vue que je suis un peu inquiète pour la France. Pourquoi ? Je ne dirais pas que les médecins veulent moins faire d'avortement. Si c'est ça que j'ai laissé comprendre tout à l'heure, c'était pas ça mon point de vue. C'est que quand on manque de médecins, quand on ferme des maternités, il y a des lieux qui se perdent, les femmes mettent plus de temps. Et on a pris en France, il y a 2 ans, une excellente décision, c'est d'ouvrir la pratique des avortements instrumentaux aux sages-femmes. Mais on a attendu les décrets d'application pendant 2 ans. Les sages-femmes aiment les femmes, elles connaissent leur corps, elles pratiquent aussi bien les accouchements, elles connaissent les fausses couches, elles connaissent la contraception, elles sont partantes. Un décret d'application est sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, donc aujourd'hui elles peuvent. Mais ce décret il est inapplicable. Il exige la présence de 3 médecins, il exige une salle d'embolisation. Les exigences de ce décret sont plus hautes que ce qu'on demande pour un accouchement. Mais, et j'allais dire, c'est un sous-produit, et j'en suis fort heureuse,
du combat pour la constitutionnalisation de l'IVG. Nous sommes nombreux à avoir parlé de ce décret inapplicable et nous avons appris ce matin que ce décret inapplicable va être changé pour que les sages-femmes puissent pratiquer. Et ça, c'est une réelle avancée. Ça, c'est une réelle avancée. Vous voulez réagir ? Moi, je voulais réagir à ce qu'on a dit sur les sanctions qui, théoriquement, effectivement, qu'encourent les médecins. Donc, il faut savoir qu'en Pologne, quand même, il est extrêmement rare que des médecins soient poursuivis. Vraiment, extrêmement rare. Et que, je dirais plutôt qu'il y a une sorte d'effet dissuasif qui est produit par une loi restrictive qui fait que les médecins vont encore plus loin que la loi. Et qu'ils vont refuser l'avortement dans les cas autorisés par cette loi, donc notamment quand il y a le risque pour la santé ou la vie de la femme. Donc pourquoi ? Donc c'est par conviction ? Je dirais que donc il y a déjà l'effet dissuasif parce qu'ils pensent que peut-être ils auront des risques d'être poursuivis, tandis que c'est pas le cas. Et deuxièmement, il y a quand même des fortes pressions des milieux anti-avortement qui sont aujourd'hui transnationaux, qui sont professionnalisés. C'est souvent des avocats qui envoient, par exemple, dans les hôpitaux directement en Pologne, des opinions juridiques leur disant, par exemple, la dépression ne fait pas partie n'est pas une partie constituante de la santé de la femme, donc ne peut pas être le motif d'avortement. Tandis que, on sait très bien que la dépression, c'est la santé mentale. Donc, voilà. Donc, il y a ce genre de mesures qui font que les médecins, ils sont un peu réticents. Ils préfèrent de rester en retrait, si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce que on est en pleine campagne pour les élections européenne. Mélanie Vogel, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, dit, elle... on va l'écouter justement sur le droit à l'avortement. Je suis convaincue que d'autres femmes vont entamer des combats similaires dans d'autres pays européens. Et quant aux écologistes, nous allons continuer à faire campagne pour que ce droit fondamental ne soit pas simplement inscrit dans les constitutions nationales, mais puisse devenir un droit fondamental européen pour que plus jamais des autocrates au sein de l'Union européenne puissent priver les femmes de leurs droits fondamentaux. Annie Chemla. Alors évidemment, Mélanie Vogel qui a vraiment travaillé pour que cette inscription de l'IVG dans la Constitution se fasse, elle voudrait un droit à l'avortement européen. Quand on entend justement Nastya Kelvenek, on voit où on est la Pologne, on parle de la Hongrie, ça serait pour quand ? L'Espagne est plutôt en avance, puisque eux ont un délai supérieur à la France, mais on peut dire que c'est à peu près... En Italie, il y a plutôt une baisse du nombre d'avortements. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un pays catholique ? Est-ce que c'est parce que Giorgia Meloni est au pouvoir ? Ça reste aussi à définir. Mais en tout cas, difficile, ça va être compliqué de mettre en place un droit européen ça va pour être l'avortement. Compliqué. Et je crois quand même que quand nous sommes battus pour la loi Veil, les conquêtes reposent sur l'opinion publique et sur les militants engagés. Et ces deux choses-là, je ne suis pas sûre qu'elles soient présentes dans tous les pays européens. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les opinions soient aussi favorables à l'avortement que l'est l'opinion en France aujourd'hui. C'est pas tant. Je crois que la France entière se réjouit aujourd'hui de cette inscription pour l'avortement. C'est très, très rare, une telle unité. Il n'y a pas une opinion européenne qui serait favorable majoritairement Je n'en suis pas convaincue. L'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il faut espérer, je suis assez d'accord avec vous, c'est aussi le travail d'une société, d'un militantisme, mais c'est aussi le reflet de ce que souhaite une société. Vous l'avez rappelé, 85% des Français étaient favorables aujourd'hui, voire peut-être plus, à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais évidemment, oui, peut-être que le chemin que la France a parcouru aujourd'hui ouvrira la voie au fil des mois, au fil des années. C'est une longue bataille, un long travail et aussi un combat féministe et un combat de santé publique. Nastya Kelvenek. Là-dessus, vous pensez quand même positivement que la Pologne pourrait rejoindre ce club, justement, revenir à ce droit à l'avortement ? Je l'espère. Un droit européen ? Bien sûr, je l'espère. Je pense que nous avons de toute façon besoin de verrous légaux et que la constitutionnalisation de l'avortement en France est un premier pas. Mais il faut aussi penser à garantir ces verrous légaux au niveau supranational, donc notamment l'inscrire, ce qui a été proposé par Emmanuel Macron et après le Parlement européen, le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que là, ça pourrait aussi être un pas en avant. En Pologne, moi, je pense que
il y a eu quand même un progrès au niveau de l'opinion publique, puisque toutes ces manifestations qui a eu, les protestations massives, ont été l'occasion de discuter de ce sujet, d'éduquer entre guillemets la société qui a appris des choses qu'elle ne savait pas. Et aujourd'hui, l'opinion publique est majoritairement favorable à l'avortement. Ça dépend des sondages, mais entre 60 et 70%. Et chez les jeunes, ça peut même monter jusqu'à 90%. Donc globalement, on va dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiciens sont beaucoup plus conservateurs que la société en Pologne. Et même que la jeunesse, peut-être. Et même que la jeunesse, bien sûr. Bon, aux États-Unis, c'est un tout autre débat. On sait que ça n'est pas l'Europe, loin de là. Joe Biden, aujourd'hui, on peut trouver les pilules abortives à CVS, dans me semble-t-il, quelques distributeurs, justement, pour résister à ces interdictions de différents États. Donc, c'est une vraie bataille, en tout cas. C'est une vraie bataille, surtout si on pense, par exemple, au Texas, où on n'a pas le droit de sortir de l'État pour aller obtenir un avortement, même si on peut le financer. On ne peut même pas sortir de l'État texan pour aller se faire avorter dans un État où c'est légal. Et il y a un encouragement à la délation de femmes et même de chauffeurs de taxis qui emmèneraient des femmes, sachant qu'elles vont à l'extérieur des frontières de l'État dans le but d'avorter. Et pourtant, le Texas, même si c'est conservateur, il y a aussi des démocrates au Texas. Donc là, on sent que la bataille politique... Qu'est-ce que ça veut dire que la guerre culturelle, elle est gagnée côté conservateur aux États-Unis aujourd'hui? On ne peut pas le dire de manière aussi tranchée, mais là encore, de la même manière qu'il y a deux Polognes, il y a deux Amériques qui ne se parlent plus. Et dans tous les États, il va y avoir ces batailles qui vont se mener pied à pied avec un besoin d'information et de combattre les désinformations très multiples qui ont essaimé à travers le pays, mais aussi de manière transnationale, dans des réseaux qui sont extrêmement bien organisés pour désinformer. Justement, ces réseaux sociaux, juste pour conclure, Karen Noblinski, les réseaux sociaux jouent contre le droit à l'avortement, en fait, essentiellement? Les réseaux sociaux, déjà, ça peut être une structure formidable d'échange, mais c'est aussi le lieu de désinformation en premier lieu. Les réseaux sociaux, c'est quand même un plateau sur lequel beaucoup de jeunes, en fait, ont accès et donc accèdent à des informations de groupes, d'institutions, d'organisations qui seraient anti-avortement et qui, effectivement, peuvent parfois prôner des débats tels que ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Avorter est un infanticide, avorter est un crime. Et donc, bien évidemment que c'est le socle d'une désinformation qui va mener aussi des jeunes filles qui ne seraient pas forcément sensibilisées à leurs droits, à être dans une forme de culpabilité constante, à être mal informées sur le recours à l'avortement, sur ces 14 semaines, sur les centres où elles pourraient y recourir. Et c'est un véritable fléau. Chacun a le droit d'avoir son avis. Mais par contre, donc le délit d'entrave à l'IVG, c'est un délit, c'est correctionnel, ça relève du pénal et ça, ce sont des véritables infractions. Et donc, c'est organisé, ce dont vous parlez? C'est-à-dire? Eh ben, le fait que les réseaux sociaux et cet impact, c'est quelque chose d'organisé. Bien évidemment qu'il y a des groupes anti-avortement. Il y a véritablement des lobbying importants derrière ces groupes-là qui ont des finances aussi extrêmement importantes. Et bien évidemment que ces choses-là sont structurées et organisées. Et c'est la raison pour laquelle les conséquences sont dangereuses et graves. Et il faut pouvoir dès à présent les encadrer. Et j'espère que l'inscription de l'IVG dans la Constitution permettra peut-être de mieux organiser et cadrer tout cela. Merci beaucoup Annie Chemla d'avoir été avec nous, Karen Noblinski, Nastasia Kelvelec, Marie-Noël Battistel qui était avec nous au début d'émission. Merci Cécile Coquet-Mokoko. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission donc spéciale, inscription de l'IVG dans la Constitution française à 780 voix. C'était un raz-de-marée. Restez avec nous sur France 24.